Bonjour à tous et bienvenue sur cette webconférence qui traitera du registre d'élevage, mais bien en tant qu'outil utile à chacune de vos activités pour une meilleure prévention. Donc les 20 premières minutes, je pense, seront consacrées à la présentation, qui sera suivie par vos questions auxquelles j'essaierai de répondre au mieux. Et je vous demanderai de prendre 2 minutes après les questions afin de remplir une très courte, très très courte enquête de satisfaction euh, à laquelle vos réponses nous, enfin, grâce à laquelle vos réponses nous permettront d'améliorer notre service. Voilà, je vais couper ma vidéo afin de libérer un peu de bande passante. Voilà, donc le registre d'élevage, un outil à faire vivre pour une meilleure prévention. Donc la réglementation rend obligatoire la tenue d'un registre d'élevage pour tous les détenteurs d'équidés, quel qu'en soit le nombre, à partir d'un cheval, même si c'est une faible registration, il faut un registre. Et contrairement aux idées reçues ou à des bruits que l'on peut entendre, même si vos chevaux sont retirés de la consommation humaine, le registre d'élevage est obligatoire. Alors, les textes relatifs au registre d'élevage sont communs à toutes les espèces. Ils ont une vocation surtout de santé publique et de police sanitaire, mais le fait qu'ils soient communs à toutes les espèces les rend souvent difficiles à comprendre, voire on n'en voit pas l'intérêt, contrairement à d'autres filières telles que les filières bovines ou porcines par exemple, où la consommation humaine est plus importante. Alors, ce registre d'élevage prend toute son importance néanmoins dans la filière équine, car elle est particulièrement vulnérable sur le plan sanitaire. Pourquoi? Parce que le contexte facilite la contagion. Les mouvements sont fréquents, ils sont saisonniers, les chevaux changent de lieu et de type d'hébergement très souvent, les transports et les échanges, qu'ils soient nationaux ou internationaux, se développent, et surtout cette filière est très dispersée. Donc on rencontre des difficultés d'harmonisation des pratiques sanitaires et de mise en place de mesures collectives. Donc, dans ce contexte de vulnérabilité sanitaire, le registre d'élevage est un outil de prévention indispensable. C'est la véritable mémoire santé d'un effectif. Et pour le rendre efficace, bien évidemment, il faut le faire vivre. C'est un peu l'objectif de cette webconférence, c'est d'y trouver des intérêts vraiment pratiques et non pas la réponse juste à une obligation réglementaire. Donc le sommaire, la réglementation, on va la citer parce qu'elle existe et que c'est elle qui nous donne le contenu et les obligations en termes de registre. Et ensuite, nous verrons ça dans une dimension de prévention pour votre élevage, tout ce qui est partie soins et intervention vétérinaire, et surtout un premier pas vers la mise en place d'un bilan sanitaire d'écurie, et dans une dimension d'outils épidémiologiques pour l'ensemble de la filière grâce au volet présence et mouvement des équidés. Et on abordera un ou deux cas concrets qui donnent une image assez claire de l'utilité de ce registre. Donc les textes de référence, bien évidemment le code rural, qui dans son article L214-9 rend le registre obligatoire. Bien évidemment, puisque c'est une obligation réglementaire, on retrouvera aussi dans ce même code rural l'article R237-2 qui pénalise ou sanctionne le défaut de registre avec des contraventions pouvant aller de 450 € à 1 500 € en fonction des défauts. Et enfin, l'arrêté du 5 juin 2000 qui fixe le contenu ainsi que les modalités selon lesquelles doivent être tenus le registre d'élevage.
Donc le contenu, les textes, enfin notamment l'arrêté, euh, rend obligatoire cinq volets. Les deux premiers chapitres qui concernent les caractéristiques de l'exploitation ainsi que l'ensemble des intervenants sur cette exploitation est peu évolutif. Donc même si sa mise en place peut sembler un peu pénible, quand c'est fait, c'est fait. On peut de temps en temps avoir à modifier soit une parcelle supplémentaire, soit changer le nom d'un vétérinaire ou d'un maréchal, mais ça reste très statique. Le troisième volet est très très important pour nous, euh, tant comme on l'a vu dans le sommaire pour la protection individuelle de l'exploitation que pour l'ensemble de la filière, doit contenir l'ensemble des présences et des mouvements des animaux. Alors, tous les mouvements, que ce soit des arrivées ou des sorties définitives, ou que ce soit des mouvements liés à votre activité, randonnée, déplacement en concours, organisation de stage. Et enfin, les deux derniers volets qui concernent l'entretien et les soins donnés aux animaux, ainsi que l'ensemble des interventions vétérinaires. Et ce sont ces deux derniers chapitres qui vont être le tremplin vers la mise en place du bilan sanitaire d'élevage. Donc, les deux premiers chapitres, donc le lieu doit être identifié et relié aux différents intervenants. Je vous ai simplement mis le lien vers Géoportail, si vous ne l'avez pas déjà, qui vous permettra, comme dans l'exemple donné, de colorier les, le lieu de votre activité ainsi que les parcelles afférentes. Bon, là, j'ai un exemple où tout est d'un tenant, mais on peut aussi aller rajouter d'autres parcelles plus éloignées. Donc ça, c'est simplement pour que la partie 1 et 2 soit un peu plus ludique et un peu moins rébarbative. Alors, la tenue du registre. L'obligation en matière de registre d'élevage est une obligation de résultat. C'est-à-dire que vous devez être en capacité de fournir les informations obligatoires et utiles, sous quelle forme que ce soit, en cas de contrôle ou en cas d'apparition d'une épidémie et de la mise en œuvre d'une enquête épidémiologique. Donc la seule obligation, enfin la seule phrase donnée par les textes, donc par l'arrêté du 5 juin 2000, dit: le détenteur tient le registre d'élevage de façon ordonnée et il veille à en assurer une lecture et une compréhension aisée. C'est l'obligation. Donc je reviens là-dessus, on est bien sur une obligation de résultat. Euh, donc ce qu'on cherche à obtenir, c'est que ce registre soit efficace. Finalement, c'est comme ça qu'on peut traduire cette phrase. Et donc, pour le rendre efficace, j'ai essayé de trouver quelques adjectifs, hein, quelques termes qui pourraient nous être utiles. Donc, j'ai pensé à vivant, donc évolutif. J'ai pensé à chronologique, donc pratique. Exhaustif, il est important que tout y figure, et simple, ben, c'est pour rendre la lecture et la compréhension aisée. Alors pour info, hein, toutes les informations doivent être conservées 5 ans après le dernier enregistrement. Alors après, des sites comme celui de l'IFCE ou les chambres d'agriculture, les groupements hippiques nationaux par exemple, hein, pour ne citer que, mettent à votre disposition des registres d'élevage informatisés ou à imprimer. Vous êtes libre de les utiliser ou non. Après, vous pouvez choisir l'agenda ou vous pouvez choisir un simple cahier ou carnet. Ça peut également suffire. Donc, la forme du registre,
elle est assez libre aussi, c'est-à-dire que vous pouvez avoir intégralement papier ou alors un mix papier informatique pour certains des chapitres, notamment les chapitres qui concernent les mouvements et les soins peuvent être informatisés si c'est plus pratique pour vous de gérer ça sur votre ordinateur. Simplement, ça demande le respect de certaines règles qui sont l'impression au moins une fois par trimestre, à toute visite du vétérinaire qui intervient sur les animaux ou à toute demande d'agents habilités à faire un contrôle. Alors, on en a fini avec la réglementation et puis les obligations ou conseils de tenue de ce registre. On entame maintenant la dimension outils de prévention. Donc, outils de prévention, ce sera une gestion soit individuelle, cheval par cheval, soit chronologique sur votre effectif. Ça dépend un peu de la taille et du nombre d'interventions. Alors, figureront dans cette partie soins courants et interventions vétérinaires l'archivage de l'ensemble des documents, ordonnances, factures d'aliments, de compléments, les étiquettes, mais surtout le recensement des dates d'intervention, du nom des intervenants, des motifs, les traitements ou les références à l'ordonnance, les délais d'attente. Et donc c'est sur cet historique enregistré que votre vétérinaire pourra procéder à la mise en place de votre bilan sanitaire d'écurie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bilan sanitaire d'écurie? Eh ben, c'est un outil de progrès sanitaire. Son objectif, c'est bien évidemment la prévention des pathologies majeures rencontrées sur votre exploitation et la mise en place de protocoles de soins et la planification annuelle par exemple, des vaccins et des vermifuges ou des examens coproscopiques. Donc, il est basé sur l'analyse des données du registre d'élevage, permet de compter, d'objectiver la fréquence des problèmes, problèmes respiratoires, coliques, blessures, boiteries, enfin l'ensemble des pathologies qu'on peut rencontrer chez vous, et donc permettra donc après d'avancer vers trois objectifs. Donc le plan de prévention, identifier les pathologies majeures et rédiger des protocoles de soins selon les pathologies qui auront été mises en évidence. Et un autre avantage qui est aussi économique, c'est que l'ordonnance restera obligatoire, mais sans examen de l'animal. Donc ça vous permettra d'avoir sur une année, pour des chevaux qui rencontrent des pathologies récurrentes et qui sont identifiés comme étant majeurs, de pouvoir soigner votre animal sans faire intervenir systématiquement le vétérinaire. Alors pour le plan de prévention parasitaire, comment ça marche, le contrôle des parasites? Eh ben, sur la base des enregistrements qui ont été faits dans votre registre au cours des 12 derniers mois, donc les dates de vermifuge, les produits, les coproscopies et leurs dates, leurs résultats si vous en avez effectué ou fait effectuer, éventuellement des pathologies qui pourraient être liées à la parasitologie. Donc le vétérinaire mettra en place un protocole annuel avec des dates de copro, des vermifugations avec le nom des produits. Vous donnera également quelques conseils en pratique d'élevage pour diminuer cette pression parasitaire sur les animaux les plus sensibles, sur la gestion des pâtures. Et en fin d'année, sur la base des nouveaux résultats de coproscopie, les éventuelles maladies qui pourraient être liées, le bilan sera fait pour savoir si le protocole est adapté à la structure. S'il ne l'est pas, des adaptations seront apportées.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vermifugation raisonnée. En plus de limiter le nombre de traitements, donc d'un côté économique euh, plutôt avéré, ça permet aussi de diminuer l'apparition de nouvelles résistances. Donc on a aussi un côté environnemental qui n'est pas négligeable lorsque l'on pratique cette vermifugation raisonnée. Alors concernant les pathologies majeures dont j'ai parlé précédemment, comment ça marche? Sur la même base, ce qui est enregistré dans votre registre d'élevage, quelles sont les maladies observées, à quelle fréquence, à quelle période, quels sont les chevaux concernés, plutôt les jeunes, les vieux, ou pourquoi pas pour certaines pathologies, les juments gestantes. Voilà, les renseignements qui peuvent sortir de votre registre d'élevage concernant la conduite de votre élevage, l'alimentation, les soins et l'environnement, l'organisation, la conception, votre activité. Et donc pour chacune des pathologies, on le voit dans le graphique ci-dessous, l'importance prend en compte l'impact sur la santé publique pour des zoonoses ou en cas de consommation humaine, l'impact sur la santé animale, l'impact économique pour votre exploitation, ainsi que les critères qui sont spécifiques à chacune des structures. On aura l'intégralité des affections rencontrées, le gros rond bleu. Le vétérinaire retiendra certaines affections selon leur importance et il mettra en évidence quelques affections prioritaires parce qu'elles arrivent plus fréquemment ou parce qu'elles sont graves ou économiquement pénalisantes. Et donc ces affections, les affections retenues et les affections prioritaires seront reprises dans un protocole de soins. Et c'est sur ces affections que l'on pourra avoir cette prescription et délivrance de médicaments sans examen clinique systématique. Alors je vous ai mis un exemple de protocole. Donc ça c'est un protocole de soins qui concerne les affections cutanées. Il est intégré bien évidemment à un programme général de mesures sanitaires nécessaires à la conduite de votre élevage raisonné en fonction de votre type de production et en fonction de toutes les pathologies qui ont pu être mises en évidence. Euh, et donc chacun des protocoles de soins sera présenté comme ça, donc avec une première partie qui vous livre des mesures sanitaires et des mesures d'hygiène et de bonnes pratiques, une deuxième partie qui décrit le traitement, donc avec les modalités de mise en œuvre et les précautions à prendre, et enfin le message d'alerte au cas où on sorte un petit peu du cadre basique, les symptômes ou les signes qui font que vous devez prendre contact avec votre vétérinaire avant de commencer quelque protocole que ce soit. Donc après la dimension prévention, abordons maintenant la dimension épidémiologique. C'est une dimension qui va concerner à la fois votre élevage, mais également l'ensemble de la filière. Puisqu'en cas d'apparition d'une épidémie, les autorités et organismes sanitaires pourront, grâce à votre registre d'élevage et à d'autres registres d'élevage, euh, agir avec rapidité, recenser tous les animaux qui ont potentiellement été en contact avec un foyer de maladie contagieuse. Et ce recensement permettra d'éviter de laisser dans la nature des réservoirs de maladies. Et donc l'épidémie sera plus vite circoncise et on pourra éviter, grâce à toutes ces informations, un nouvel épisode. Dans certains cas, ça peut également aider à poser le diagnostic, c'est-à-dire que si un diagnostic est difficile à poser dans une structure et que celle-ci se trouve reliée à d'autres structures où on a déjà mis en évidence une maladie, on pourra plus facilement poser le diagnostic. Alors, les volets du registre d'élevage qui sont très utiles en termes d'épidémiologie, c'est bien évidemment la partie présence, provenance et destination.
Donc pourquoi? Parce que tout nouvel arrivant amène avec lui une partie de son environnement microbien, qu'il soit pathogène ou non. Donc connaître la provenance de l'animal va vous permettre de mettre en place des mesures de prévention adaptées, des mesures à l'introduction telles que la quarantaine, le dépistage, ou alors fonctionner par l'eau avec des animaux de statut similaire, et tout ça adapté selon les risques connus dans la zone de provenance. Alors ce qui peut vous aider à connaître la situation de la zone de provenance, ce sont bien évidemment les alertes RESP. Pour les mêmes raisons, les lieux de destination sont importants à mentionner aussi dans votre registre d'élevage, parce que comme il est arrivé avec un environnement microbien, il va repartir avec son nouvel environnement microbien pour aller vers l'autre lieu. Et donc dès lors qu'une maladie contagieuse survenait, les sur l'une des structures en lien épidémiologique, là on en a 3, mais ça peut bien évidemment être 10 ou plus selon l'activité, si on participe à des concours ou autres, mais dès lors qu'une maladie arrivait sur l'un des lieux en lien épidémiologique, il serait bien plus rapide d'identifier les, les lieux qui peuvent être touchés par cette épidémie, et donc ça contribue bien évidemment à une bonne maîtrise des risques sanitaires. Alors les mouvements temporaires, selon votre activité, ils sont plus ou moins fréquents. Que vous alliez en compétition, que vous fassiez de la repro, que vous alliez en randonnée, ou alors dans l'autre sens, non pas que vous sortiez de votre structure, mais que vous accueillez d'autres équidés par l'organisation de compétitions, de stages. Eh ben, dans le même cadre, tous ces déplacements, tous ces mélanges de chevaux sont des facteurs de risque épidémiologiques. Donc on vous demande également de les faire figurer dans votre registre. Donc encore une fois, comme on est sur une obligation de résultat, la forme importe peu. Vous pouvez choisir les modèles IFCE ou chambre d'agri, peu importe, où on vous propose des tableaux à remplir, mais tous les documents officiels peuvent faire office de suivi de mouvements temporaires. Les feuilles de route engageurs que vous pouvez télécharger sur ffe.com, où elles comportent l'ensemble des documents, des informations indispensables. Il y a le nom des chevaux, il y a le numéro CIR, le lieu de départ, le lieu d'arrivée, les dates, enfin tout y est. Pour des entrées, lorsque vous êtes organisateur, vous avez le même type de document sur le site de la FFE. Et si des documents officiels ne sont pas accessibles, eh ben, tout autre document, quelle qu'en soit la forme, qui fait apparaître les informations de date, de durée, de lieu, provenance, destination, nom et numéro CIR des équidés sortants ou accueillis, et des contacts. Et donc deux exemples que vous avez sous les yeux. Donc un exemple concernant la fièvre charbonneuse, qui est une maladie pas forcément connue, mais très grave, puisqu'elle elle est mortelle. En plus, c'est une zoonose, donc les gens sont concernés aussi. Donc il y a eu une épidémie de fièvre charbonneuse en 2009 en Savoie. Ça a duré 20 jours pour 17 foyers. C'était bien évidemment majoritairement des cheptels bovins, mais malheureusement, 2 détenteurs d'équidés qui faisaient une randonnée ont été en contact lors d'un bivouac avec un des foyers de Haute-Savoie. Et en retournant chez eux, ils ont contaminé d'autres chevaux, en tout cas au moins un autre. Donc grâce au registre d'élevage, on a pu mettre en évidence que 2 des chevaux avaient été en contact avec des bovins, puis en contact avec le 3e cheval. Donc même si 2 des chevaux n'ont pu être sauvés, le 3e, lui, grâce à la rapidité d'intervention, a pu l'être.
Et quelque chose de plus récent et de plus général, parce qu'une maladie bien plus fréquente ou plus connue, celui de le foyer de grippe équine de 2012 dans le Calvados, qui intervenait juste avant le gros CSI de la Baule, où 3 foyers de grippe ont été mis en évidence concernant uniquement des chevaux de sport et dans un périmètre assez restreint de 30 km. Donc, grâce au registre d'élevage des 3 structures où est apparue la grippe, le lien épidémiologique était fortement suspecté car sur chacune de ces 3 structures, certains chevaux avaient participé au même concours d'entraînement ou pas, peu importe. Et donc, du coup, la cellule de crise du RESP a mis en place une stratégie sanitaire pour le CSI de la Baule et a permis d'envoyer des communiqués aux organisateurs, aux participants et aux détenteurs, ce qui a permis à cette épidémie de ne pas s'étendre. Voilà. Oups, j'ai fait une bêtise. Donc, j'aimerais que vous reteniez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une réglementation multi-espèces ne nous permet pas toujours de comprendre les objectifs de celle-ci. Euh, que ça paraît lourd à mettre en œuvre pour une filière équine spécifique qui est particulièrement sensible et où les mouvements sont très très importants, où donc on a beaucoup de, 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 de travail pour tout garder en mémoire. Donc c'est une obligation de résultat ce registre d'élevage, donc pas de forme imposée, euh, des informations obligatoires, et on aimerait qu'il soit efficace de façon à ce qu'il puisse être utile à la fois pour la mise en place de votre BSE, mais aussi dans un souci plus large de sécurité de la filière. Donc pour être efficace, je vous redonne les quatre idées qui me sont venues, c'est qu'il soit vivant, chronologique, exhaustif et simple. Donc, il est indispensable à la mise en place de votre BSE. Je pense que le BSE doit devenir un de nos objectifs dans la filière équine et il a un réel enjeu épidémiologique, donc forcément économique pour une filière fragile sur le plan sanitaire. Voilà, j'en ai terminé pour ma part, donc je vais passer aux questions, enfin à vos questions et essayer d'y répondre. Alors, bonjour, lorsque l'on sort chez ses chevaux pour une animation, pour une demi-journée ou une journée, mais sans contact avec d'autres chevaux que les nôtres, doit-on indiquer ce mouvement dans le registre d'élevage ou bien ne doit-on indiquer que les mouvements qui mettent nos chevaux en contact avec d'autres chevaux extérieurs? Alors, si l'on essaie de trouver un fondement réglementaire à la réponse à votre question, on aurait tendance à dire c'est lorsqu'on participe à un rassemblement déclaré où on sait que le cheval va être en contact avec d'autres qu'il faut le mettre dans le registre d'élevage. Certains vont même plus loin en disant il faut qu'il y ait une nuit à l'extérieur. Donc, si vous savez que vos chevaux ne vont pas être en contact avec d'autres, bien évidemment, la pression est moins importante. Si vous avez regardé un petit peu avec les alertes RESP ou les cartes que le RESP peut vous proposer, quel est le statut de la région où vous allez, euh, non, ce n'est pas une obligation. Après, ça vous permet aussi de savoir qu'à tel moment vous avez fait ça ou vous étiez à tel endroit. Donc réglementairement, non. Épidémiologiquement, peut-être moins qu'au niveau de la prévention sur votre élevage vous-même, parce que on peut, certains virus sont très volatiles et ont une vie
dans le milieu extérieur qui fait que vous pouvez être en contact avec le virus sans être en contact avec d'autres chevaux. Mais c'est un peu alarmiste ce que je dis. Dès lors qu'il n'y a pas de contact direct, on est quand même moins exposé. Alors, quelle validité présente le protocole de soins préconisé par l'AMF au plan du droit civil? Oh, alors là, je suis désolée, je ne suis pas juriste. Je vais donc noter et, euh, et transférer la demande au service juridique. En revanche, je ne, euh, enfin, je ne sais pas si c'est possible, si peut-être par le chat, de préciser si votre question se situe au niveau de la médication sur un cheval qui ne vous appartient pas ou serait simplement lié au fait qu'un cheval chez vous attrape une maladie. D'un prêt qui prête celui-ci à des détenteurs de chevaux qui ne tiennent pas de registre. Alors, encore une fois, je ne suis pas juriste, mais le mot qui me gêne, c'est prête. C'est-à-dire que dès lors que vous prêter ou louer de manière officielle un prêt, ou des écuries d'ailleurs, à une personne, c'est à elle de se déclarer comme détenteur et de tenir son registre d'élevage. Si elle ne le fait pas, le propriétaire n'est absolument pas concerné et ne peut pas être sanctionné. Donc, si en revanche vous accueillez vous contre de l'argent ou sans que votre responsabilité ne soit écartée des chevaux, vous êtes considéré comme détenteur, vous devez donc vous déclarer comme détenteur et vous êtes dans l'obligation de tenir un registre d'élevage. Donc là, il s'agit vraiment d'un cadrage de cette mise à disposition. Et donc le but, je crois, au travers de votre question, le but pour vous, c'est d'écarter complètement votre responsabilité, ce que je comprends bien. Donc du coup, il faut au moins, il faut que le détenteur des chevaux intègre la parcelle que vous lui prêtez au descriptif de son exploitation à lui. Alors, dans le cadre d'une station de monte, le planning des saillies fait-il office de registre pour les chevaux entrants, sachant que les livrets des juments sont gardés en copie? Oui, dès lors que votre planning de monte est bien suivi et que vous pouvez faire un lien entre la copie du document, donc où figure le numéro CIR, bien évidemment le contrat de saillie, où j'imagine vous avez le nom du propriétaire de la jument, vous êtes en mesure de fournir les informations, donc on peut considérer que le planning fait effectivement office de registre pour les juments entrantes. Un propriétaire qui a simplement 2 chevaux, qui ne fait ni concours ni élevage, a-t-il l'obligation de tenir ce registre? Oui. Donc c'est bien là le registre, c'est peut-être un peu gros comme nom. Simplement, vous avez un carnet chez vous avec la description de votre exploitation, le nom des intervenants vétérinaires et autres, le nom de vos 2 chevaux, et vous n'aurez pas de partie mouvement puisqu'il n'y en aura pas. Euh, pardon. Et
voilà, et donc ce carnet va peut-être vous servir pour les 10, 10 prochaines années. Mais voilà, le fait que vous ayez un document descriptif de votre exploitation avec votre numéro de détenteur, le nom de votre vétérinaire et le nom des chevaux qui sont présents, et vous y ajoutez les soins quand soins il y a, les dates et les produits pour les vermifugations, tous les documents afférents, les ordonnances. Il le faut, mais ce ne sera pas un gros travail. Bonjour, je fais de la randonnée. Comment je peux connaître les lieux où il peut y avoir un foyer infectieux? Alors, c'est sur le site du RESP. Vous avez un petit outil de cartographie. Vous tapez RESP, R-E-S-P-E dans Google et vous avez accès. Il y a un petit outil de cartographie où vous pouvez choisir la maladie et demander la cartographie soit sur la France, soit par région. À savoir que si vous pouvez également, si c'est comment dire, sur une région plus proche de la vôtre, vous pouvez aussi vous abonner, soit directement sur le site du RESP, soit en vous abonnant à la lettre interne à la lettre d'information pardon, de l'IFCE. Vous pouvez être destinataire de l'ensemble des alertes épidémiologiques qui arrivent dans votre département et dans tous les départements limitrophes. Et après, vous pouvez aller affiner sur le site du RESP. Alors, quelle validité présente le protocole de... Ah ben ça, j'ai déjà... j'ai- Ah non, c'est pas la même, pardon, Monsieur Fraioli. Quelle validité présente le protocole de soins préconisé par la VEF au plan du droit civil? Par exemple, la recommandation du vétérinaire concernant la litière ou le plan de vermifugation. Alors même réponse, même avec cette précision, soit il y a un règlement interne dans la structure qui fait que chacun en amenant son cheval adhère, et je n'ai toujours pas la réponse au recours au plan du droit civil. Mais je pense que dès lors qu'il y a un contrat, si le contrat est correct, il n'y a pas de souci. Euh, alors concernant la litière, ce serait une obligation de mettre sur copeaux ou autre qui engendrerait, j'imagine, un coût supplémentaire sur la pension ou un plan de vermifugation parce que ce propriétaire-là ne vermifuge pas. Donc je, je, je continue à, je continue à vous répondre que je vais prendre contact soit avec la VEF directement, soit avec notre service juridique et je vous répondrai. Euh, Doit-on indiquer chaque pré dans lequel nos chevaux peuvent être présents et chaque mouvement d'un pré à l'autre? Alors, doit-on indiquer chaque pré dans lequel nos chevaux peuvent être présents? Oui, et c'est assez facile avec Géoportail. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vraiment, je vous incite à le faire parce que c'est presque amusant de le faire avec ses enfants. Euh, alors, les mouvements internes ne sont pas obligatoires. Moi, je les recommanderais parce que parce qu'aussi c'est une mémoire aussi des pratiques d'élevage par rapport au plan de vermifugation également et au temps de repos des pâtures, ça peut vous être utile. Donc après, cela dépend vraiment de l'importance que vous voulez donner à votre registre d'élevage. Si ça doit devenir vraiment votre outil, je pense que plutôt que d'avoir une feuille par-ci, une feuille par-là, si l'ensemble des informations, même non obligatoires réglementairement, figurent dans ce registre d'élevage, ça va vous permettre d'avoir une vraie gestion en termes de prévention, en termes économiques et en termes d'efficacité. Donc aucune obligation, mais moi je vous le recommande. Voilà, donc je vois que l'IFCE vous a mis le lien pour la lettre d'information dont je vous parlais tout à l'heure, qui automatiquement
vous permettra de, d'être destinataire des mails d'alerte du reste. Alors, Émilie, bonjour Émilie. Le registre d'élevage est-il le document servant pour le calcul du chargement pour les mesures agro-environnementales? Non, je ne pense pas que je ne pense pas qu'il y ait un lien. Alors, je ne sais pas si sous-tendu sont les primes, PAC, etc. Mais je n'ai pas, je n'ai pas de, je n'ai pas de, j'ai pas de recul par rapport à ce type de questions. Alors encore une fois, je vous reprécise avant que tout le monde s'en aille que si vous pouvez prendre 2 minutes pour répondre à l'enquête de satisfaction, je vous en remercie par avance. Voilà, ben merci pour votre attention et puis une bonne journée. À bientôt.